qu'on a beaucoup aimé. Donc merci Raoul d'être venu à la boutique. Je sais que tu voyages énormément. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu viens ici avec ta casquette de réalisateur, mais tu es aussi producteur. On passerait une bonne heure à suivre le fil de ta vie. Et bon, il faut savoir que ça a commencé quand même en Haïti. Tu es né en Haïti. Tu es haïtien, tu as voyagé au Congo démocratique au moment de l'indépendance, tu as fait tes études en France, aux États-Unis et en Allemagne à Berlin. Donc tous ces voyages, c'est toute une formation aussi de cinéaste, une formation humaine, politique, une prise de conscience. Donc la première question que je pose, c'est quelle est ta première découverte, ta première image de cinéma? Où est-ce que tu as découvert voilà, tu as été ingénieur, tu as été journaliste, mais à un moment, tu as voulu être cinéaste. Donc ça vient bien de quelque part, ça vient bien d'un moment. Donc... Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse pointer du doigt exactement là où ça a commencé, puisque moi, je l'ai découvert très tard que c'était le métier que je voulais faire, puisque j'ai fait des études d'ingénieur et d'économiste avant. Mais mes premiers souvenirs d'image, c'est bien sûr en Haïti, puisque en Haïti, peut-être les gens l'ignorent, mais que c'était un territoire où les gens allaient beaucoup au cinéma. Dans les années 60, il y avait environ sur 6 millions, 7 millions d'habitants, il y avait 1 million de spectateurs chaque année. Donc ce qui est beaucoup en moyenne. Et donc à Port-au-Prince, il y avait 5-6 cinémas, il y avait 4-5 drive-in, comme on les appelait à l'époque, où on pouvait aller en voiture, et ceux qui avaient moins d'argent allaient en groupe dans des camionnettes, et ceux qui avaient encore moins d'argent étaient sur les murs tout autour. Donc moi j'avais... mes parents pouvaient se payer une voiture à l'époque, donc mon père était agronome, donc voilà. Donc on pouvait y aller jeune, en pyjama, dans la voiture. C'était toujours des sorties de famille. Et mes souvenirs datent de cette époque. Alors, j'ai essayé de reconstituer cette image, mais je me rappelle que c'était plutôt une peur, puisque c'était un film comique, et je crois que c'était Jerry Lewis. Mais à l'âge de, je pense que je devais avoir 4 ans, pas plus, 4-5 ans, mais la vision de ce montage où il jouait au piano, le piano se cassait, la tête sortait par le haut du piano, le couvercle tombait sur ses mains, etc. Mais pour un enfant, non, mais c'était une torture. Pour un enfant, c'est quelqu'un qui est en train d'être coupé en morceaux. Et je me rappelle que ça m'a traumatisé. Mais c'était, voilà, c'est un souvenir qui est très lointain voilà, de cette séance de cinéma. Après, ça a continué ailleurs, au Congo. Je suis parti au Congo avec les images de Tarzan en tête et j'ai été très étonné que nous ne soyons pas accueillis par des sauvages avec des lances autour de l'avion, puisque c'est l'image qui était véhiculée par Hollywood. Donc, dans l'imaginaire d'un enfant, voilà, ça reste, c'est tout ce qu'on a. Et je pensais voir des tas de blancs en t-shirt et en caleçon. Partout sur des lianes, et voilà, c'était vraiment mon attente du Congo. Ouais, mais alors, c'est une parfaite transition, parce que ce film-là, parce qu'on va y venir, à I'm Not Your Negro, qui est sur cet écrivain James Baldwin. James Baldwin, c'est quelqu'un qui déconstruit tous ces archétypes, hein, voilà, ratio, la culture dominante, toutes ces choses-là. Toi, comment ça s'est passé? Donc tu es allé en Afrique, alors ce premier contact-là, et comment ça s'est fait? Comment ça s'est construit un peu, cette conscience, cette prise de conscience politique? Comment tu t'es armé? Par des lectures, par des rencontres, comment est-ce que ça s'est fait? Par des films? Bon, je crois que ça prend plusieurs formes. À partir du moment où on sort de son univers habituel, on gagne d'abord une faculté de prendre de la distance. C'est-à-dire, on commence à voir que d'autres ont d'autres repères que les siens. Donc, déjà, il y a une analyse intuitive qu'on fait. Bien sûr, quand on est jeune, on n'arrive pas à mettre des termes là-dessus. Mais je sais pertinemment que aller au Congo, rencontrer un autre continent,
des jeunes Congolais noirs comme moi, mais en même temps, on n'est pas les mêmes. En même temps, il y a une différence, même une différence de classe pour certains. Mon père a été au Congo recruté par les Nations Unies pour remplacer les Belges qui étaient partis en panique après l'indépendance du Congo. Donc, le Congo devient indépendant le 30 juin 1960. Et tout de suite après, l'armée congolaise se met comment on dit ça, en mutinerie. Et la population belge qui pensait rester au Congo pour continuer à gérer le Congo, puisqu'on n'avait formé aucun Congolais à prendre les postes, il n'y a aucun cadre. Il y a les têtes politiques qui ont été élues, mais c'est tout. Et à tous les niveaux d'administration, dans le commerce, dans l'industrie, etc., il n'y a aucun Congolais. Et donc, panique et les Belges partent et quittent le Congo. Donc l'ONU arrive et ils ont bien sûr compris qu'il fallait ramener d'autres gens. Et donc, il y a eu des missions en Haïti. Donc il y a eu une première mission qui est venue et qui a offert 400 contrats aux Haïtiens, professeurs, médecins, ingénieurs, agronomes, pour aller travailler au Congo. Et comme au même moment, la dictature de Duvalier devenait de plus en plus dure, mon père avait perdu son poste à la faculté d'agronomie où il enseignait. Il est parti en province pour s'occuper de ses affaires. Il avait des plantations de café. Et il revenait rarement à Port-au-Prince. Et une fois, il s'est fait arrêter à Port-au-Prince. On l'a accusé de complot, alors qu'il n'était pas forcément impliqué dans la politique. Et il a été libéré rapidement grâce à des amis. Et une deuxième fois, c'est arrivé à nouveau. Et là, il a dit, il faut partir. Donc, beaucoup de ses collègues, une bonne partie de sa génération, sont partis soit au Congo, soit au Canada, soit aux États-Unis. Et ils ont formé la jeunesse de tous ces pays pendant plusieurs décennies. Et donc, mon père est resté 25 ans au Congo, quand même. Toi, tu y es resté le temps de ta scolarité secondaire et après tu as voyagé. Vraiment, tu as une vie faite de voyage. Et encore une fois, ce passage africain et l'Europe. Est-ce que quand tu vas étudier en Europe et aux États-Unis, est-ce que tu imagines, tu connais l'Europe? Comment ça avance? Comment ça mûrit, encore une fois, cette conscience politique? Alors, sans l'appeler à ce stade conscience politique, parce que je me rappelle que quand j'avais 10 ans, 11 ans au Congo, l'un de mes héros était Mobutu. Ah oui. Parce qu'il était partout, il était sur toutes les télés, il était bel homme, portait un bel uniforme, et puis la propagande était... voilà. Non, la toque, c'est beaucoup plus tard. Et il y avait toute une série de jeunes officiers congolais. Voilà, il y avait quand même une certaine fierté dans tout ça. Et il y avait la guerre, il y avait des rebelles. Et nous, les gamins de ce quartier résidentiel, investi par la nouvelle bourgeoisie congolaise, on jouait aux soldats. C'était le jeu favori. Donc, bien sûr, les militaires qu'on voyait à la télé, c'était nos modèles. Donc, chacun se battait pour être le colonel Mobutu ou le colonel Intel, etc. On avait des parades dans la rue, etc. Et voilà, donc politiquement, si vous voulez, la nuance n'était pas encore là, même si j'avais peut-être une approche, je dirais, plus humaniste, de par, j'ai été dans des écoles jésuites, donc on vous apprend un certain nombre de principes, et le principe de servir, par exemple, et Mobutu aimait ce mot, servir. Il faut servir le peuple. Il disait servir et non se servir. Il faisait exactement l'inverse, mais ça c'est une autre histoire, mais on le prenait au mot, quelque part. Et donc il y avait cette attitude, voilà, une idée de la justice, une idée de la démocratie aussi à notre niveau. Et je me rappelle de nos disputes par rapport à ça. Est-ce que Mobutu était un dictateur ou pas? C'est-à-dire, et moi je me rappelle, la thèse c'était que comment veux-tu qu'il soit un dictateur alors qu'il est déjà président, il a tout? Pourquoi
il irait, voilà, pourquoi il irait casser, pourquoi il irait voler alors qu'il a tout. Parce que pour moi, c'était un honneur d'être à la tête d'un pays. Bref, j'ai compris plus tard, très rapidement, que voilà, que c'était pas le cas. Et il y a des questions, et on prend des questions déjà ou pas? Je ne sais pas si on doit poser des questions, comment ça va se passer en fait. Ouais. Bonjour, et enchanté. Et pour l'affaire Mobutu, je pense que nous les Africains, nous avons tous grandi et que ça me fait mal au cœur quand je vois des gens rigoler lorsqu'on parle de Mobutu, parce qu'il faut voir ce que le Congo est aujourd'hui. Et donc c'est pas simple. Et Mobutu a fait un travail très dur, comme Houphouët-Boigny, dans des pays, tout petits pays, sans préparation, avec la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, Israël sur le dos. Et donc, quand on parle de certains premiers présidents africains, rigoler comme on le fait, on aurait bien aimé se voir, nous, à leur place à ce moment-là, savoir quelles auraient été nos décisions dans une politique que nous ne maîtrisons pas. Et je pense que ça va par rapport à votre film, et on a une grande réflexion à faire, et je pense que les Africains doivent réapprendre à s'aimer, et pour ne pas se faire mépriser par les autres, ricaner, parce que quand je vois les gens rigoler quand on parle Mobutu, ça me fait... Ah d'accord, Mobutu était très loin d'être un imbécile. Non, mais voilà, il y a un Mobutu du début et il y a une évolution de Mobutu. Donc moi je parle de ma génération et c'est vrai que j'étais surpris, je suis surpris et je découvre qu'une jeunesse à un moment sur le terrain ait été admirative de quelqu'un que nous on a connu après. Mais c'est pas à rire d'eux, c'est voilà, une dictature comme il y a eu d'autres dictatures et c'est pas parce qu'elle est africaine. Voilà. D'ailleurs, Mobutu a profité d'ailleurs de cette image. Il a su à un moment donné, puisque le Congo c'est un pays énorme, comme vous le savez, et il a su unifier le Congo à une époque en tenant un discours d'authenticité. Et le discours était juste, sauf que ce qu'il y avait derrière était déplorable. Et voilà, c'est une réalité. Moi, j'ai vécu aussi des périodes très dures, des périodes d'assassinat d'étudiants. J'étais là. Donc voilà, donc il ne s'agit pas, en effet, c'est une histoire sérieuse, mais c'est une réalité aussi. Mobutu a été largement complice avec et la Belgique par moment et les États-Unis par moment. Avant la mort de Lumumba, il y a eu un choix qui a été fait et on a financé les soldats de Mobutu. Et ça lui a permis de prendre le pouvoir. Ça a été un coup d'État. Ah oui, non, bon, moi j'ai fait mes classes, je sais... j'ai été le premier à parler de l'assassinat de Mobutu. Ouais. Non, oui, mais il y a des contradictions. Tout n'est pas noir d'un côté et blanc de l'autre. Mais on ne peut pas ignorer que Mobutu a établi une dictature. Oui, mais il a établi une dictature. Et le Congo qu'on connaît aujourd'hui, c'est la suite de tout ça. Le Congo n'a jamais pu réellement vivre en démocratie. Depuis le dernier président élu démocratiquement a été le Premier ministre Lumumba. Bon, on va pas rencontrer... Alors, avançons et parlons de ces années-là aussi, qui étaient des années où, pour le coup, aux États-Unis, si on se déplace un peu géographiquement, il se passait des choses. Il y avait une prise de conscience. C'est vraiment le sujet du film, avec tout ce combat pour les droits civiques. Toi, tu es conscient de tu découvres ce combat à quelle époque, par quel biais, quand est-ce que ça circule? Parce qu'on se rappelle aussi que Mohamed Ali est allé combattre en Afrique. Il y a eu toutes ces passerelles-là avec cette Afrique-là, un peu originaire. Quand est-ce que c'est apparu dans... Alors, il faut peut-être recréer l'époque, parce que c'est une époque où, en même temps, il y a un combat contre certaines dictatures latino-américaines. Il y a la dictature dans mon propre pays. Les territoires angolais, Afrique du Sud, Namibie, etc. sont occupés par l'Afrique du Sud et d'autres, les Portugais, etc. Donc on est quand même alerté par tous ces chantiers. Et il y a des gens qui écrivent sur ça, il y a des prises de position, il y a un certain internationalisme aussi. Donc
quand on est jeune, on a cette influence, on est au courant quand même d'un certain nombre de choses. J'ai été à l'école en France jusqu'à mon bac. Mai 68 a un peu passé au-dessus de ma tête, mais très rapidement après, je vais en Allemagne. Et à Berlin, où je commence mes études, j'ai 17-18 ans. Tous les mouvements de résistance sont à Berlin. Le SWAPO, les Sud-Africains, j'oublie le nom, le sigle, l'ANC, les Nicaraguayens sont là, les gens du El Salvador, les Chiliens, les Brésiliens, souvent en exil, qui ont échappé à la prison ou à la torture. Et tous ces gens-là, on manifeste ensemble. C'est-à-dire, il y a toujours de grandes réunions où tout le monde est là. Et c'est souvent des gens qui ont été après de grands dirigeants dans leur pays. Les Turcs, les Iraniens, les communistes iraniens en particulier. Donc, c'est vrai que j'ai le souvenir d'une ville où on s'amusait beaucoup, on se battait beaucoup, on discutait beaucoup, on lisait beaucoup. Nos professeurs étaient aussi dans la rue. Il n'y avait pas comme aujourd'hui une complète séparation entre l'académie et le corps étudiant. Donc voilà, donc on pouvait grandir très vite. Et je pense que là, ma politisation a commencé de manière, je dirais, plus structurée. Et je rencontre les écrits de Marx quand j'ai 20 ans, 21 ans. À l'époque, même quand on étudiait la psychologie, la sociologie ou autre, c'était presque une obligation de faire des séminaires sur Marx. Donc voilà, j'ai fait 4 ans de séminaires sur le Capital. Si on voulait avoir de vrais échanges avec tous les autres, il fallait maîtriser les notions, les termes, les concepts qu'il y avait derrière pour pouvoir dire quelque chose d'intelligent. Donc voilà, donc c'était une période très, très riche. Et Baldwin arrive aussi à ce moment-là, puisque je lis Baldwin très tôt. Et en fait, à l'époque, il n'y a pas non plus tellement d'auteurs vers lesquels on peut se tourner en totale confiance. Il y a Baldwin, il y a Césaire, il y a Fanon, mais Fanon même, c'est un peu plus tard. Il y a Carpentier, les latino-américains. Il y a des chercheurs donc, qui sont dans les universités autant américaines que latino-américaines, qui écrivent des livres importants, mais il n'y a pas une multitude de sources. Donc Baldwin devient très rapidement, pour moi, celui qui arrive à exprimer de manière très claire, de manière très humaine, puisqu'il parle aussi de son expérience personnelle, de son parcours, donc et avec l'élégance et l'efficacité qu'on le connaît. Donc c'est vrai que ce sont des textes qui ne m'ont jamais quitté, et que j'aime à dire qu'on ne lit pas Baldwin, on étudie Baldwin. Et on y revient encore et encore. C'est pas, vous verrez le livre qu'on a édité là, avec le film, c'est un livre qu'on feuillette, qu'on met de côté, qu'on reprend à une autre page et qui se laisse lire allègrement. Et c'est comme une philosophie, c'est exactement le texte du film, du début à la fin, avec une introduction voilà, que j'ai écrite. Donc voilà, donc Baldwin, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous accompagne sur tout un parcours, parce qu'il reste vrai aujourd'hui encore. Le texte du film, ce sont des mots qu'il écrit il y a 40, 50 ans. James Baldwin, je pense que tout le monde a vu, mais c'est écrivain afro-américain qui est né à Harlem, qui est d'une famille assez pauvre, d'un milieu assez pauvre, qui doit un peu renoncer à faire des études parce qu'il doit aider sa mère qui élève ses 8 frères et sœurs, je crois. Donc vraiment... Qui est pasteur à l'église de son beau-père à 14 ans et qui quitte l'église à 17 ans.
qui fait des rencontres aussi qui sont assez décisives. Moi, j'ai plus tous les noms en tête, mais qui très rapidement voit que s'il veut devenir s'il veut devenir ce qu'il est, il est obligé de partir. Il va partir très tôt à Paris, où il va s'installer, où il va écrire où il va s'épanouir. Et le film le capte au moment où il décide de revenir aux États-Unis. Et c'est cette période-là où il rencontre, où il a des relations très fortes avec tous les leaders de l'époque, à savoir Malcolm X, Martin Luther King, Medgar Evers, tout ce bouillonnement-là autour des droits civiques. Et donc c'est à partir de là que démarre ton film. Ouais. Mais à partir d'un manuscrit. Ouais, alors l'idée du film, d'abord, j'ai la chance d'obtenir les droits à l'ensemble de l'œuvre de James Baldwin, ce qui était déjà quelque chose que j'anticipais pas. Les ayants droit de Baldwin ont une réputation de même pas répondre aux lettres. Donc, mais j'ai tenté ma chance, j'ai écrit une belle lettre et ils m'ont répondu très rapidement et ils m'ont invité à venir les voir. Et là, je rencontre Gloria Carifa-Smart, du nom de son mari, qui est la jeune sœur de James Baldwin. Et je me rends compte qu'elle a vu mes films, qu'elle connaît Lumumba, qu'elle connaît bien l'Afrique et qu'elle apprécie ce que j'ai fait. Et donc, je lui explique le projet que je voulais faire. Et à cette époque, je n'avais pas encore une vision claire. Je ne savais même pas si j'allais faire un film de fiction ou un documentaire. Je savais simplement que je voulais faire un film en mettant Baldwin au centre. Et j'ai été très sincère, très franc. Je lui ai dit, voilà, que je voulais surtout prendre le temps de trouver ce film. Et elle m'a accordé les droits au début pour 2 ans, ensuite pour 3 ans, ensuite pour 4 ans. Et, oui, et puis voilà, c'était une confiance totale. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas c'était pas une entreprise commerciale, c'était pas un film qui se faisait dans le créneau habituel où on prend une option pour 2 ans renouvelable, parfois ou pas, et ensuite on remet les droits. Là, voilà, à aucun moment je n'ai senti une pression quelconque pour me dire Raoul, où est le film? Donc, ça a pris 10 ans quand même. Voilà, c'est ça. Donc, 4 ans. Alors, bien sûr, on n'a pas les bras croisés. Je passe 1 an à Plan B, qui est la compagnie de Brad Pitt, pour développer une fiction. On n'y arrive pas, ou en tout cas, je ne suis pas satisfait, je quitte. Et à ce moment-là, je décide de faire un documentaire, parce que je savais que je pouvais et le produire et le contrôler. Mais je n'ai toujours pas la bonne entrée organique dans un sujet, puisque quand on vous accorde de tels droits, c'est pas pour faire juste un autre documentaire sur ce sujet. C'est vraiment, il fallait que pour moi ce soit vraiment quelque chose de fondamental et qui représente vraiment Baldwin. Et même si possible, qui parte de sa tête, que ce soit lui qui raconte. Donc déjà, il y avait l'idée. Oui, tout ça, voilà, absolument, absolument. Et un jour, Gloria m'envoie un paquet dans lequel se trouvaient justement 30 pages, une trentaine de pages de notes sur un livre qui devait s'appeler Remember This House. Rappelle-toi cette maison. Et là, je sens que j'ai quelque chose, parce que brusquement, les premières lignes, c'est voilà, je veux raconter l'histoire de l'Amérique à travers la vie et la mort de 3 de mes amis, Medgar Evers, Malcolm X, Martin Luther King Jr. Et il met un peu une sorte de lettre d'intention. Et il y a aussi une lettre à son éditeur dans lequel il lui dit, voilà, ce projet, il est très important pour moi et je sais que tu vas encore dire qu'il ne va pas ramener d'argent, mais je m'en fous de l'argent et tu sais que j'en ai besoin en ce moment, mais je vais quand même le faire. Et au final, il ne l'écrit pas, ce livre. Il reste en cours. Et pour moi, voilà, j'ai l'entrée qu'il faut pour raconter cette histoire. Et cette histoire, ça va être le livre qu'il n'a pas écrit, mais dont je suis persuadé se situe dans toute son œuvre. Et comme j'ai accès à toute son œuvre, je peux aller chercher
ce livre. Et c'est ce que je fais. Je vais prendre des morceaux partout et je reconstitue comme ça un texte qui est un texte en même temps imaginé, mais en même temps qui n'est fait que des phrases et des mots de Baldwin. Je n'ai inventé aucune phrase, je n'ai rien rajouté. Au départ même, on avait du mal à inverser des phrases, parce que je voulais respecter au plus près la vérité de l'auteur. Et petit à petit, voilà, ça a bien sûr éclaté, mais on est resté jusqu'à la fin sur ce principe que ce soit Baldwin lui-même qui raconte cette histoire et que ce soit sa parole qui soit au centre. S'il y a des questions ou des gens qui ont vu le film, oui. Oui, d'abord, James Baldwin, ce qui est extraordinaire, il est d'une pudeur extraordinaire, parce que quand il décide de retourner aux États-Unis, il vit très bien à Paris. Il est reconnu comme auteur, poète, et comme le fera Miles Davis, il décide de s'engager avec ses camarades pour les Women's Rights. Alors ma question, quand j'ai vu votre film 2 fois, j'ai vu sur Arte, puis j'ai racheté hier, si je ne vois pas Angela Davis, alors est-ce que je me trompe d'époque, ou est-ce que... Pourquoi? Parce que est-ce qu'elle vient après? Est-ce que parce qu'elle s'est disputée avec les Black Panthers? Mais bon, c'est quand même une femme. Est-ce que parce qu'il n'a pas une relation avec elle? C'est quand même une femme qui a été condamnée à mort. Enfin, je sais pas. Moi, ces images d'archives, excusez-moi, je suis un peu âgé. Je revois ce que je voyais à la télé quand j'étais jeune, tout ça. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'on voit pas Angela Davis? Question, pardon. Et sa sœur? On voit pas beaucoup de monde, de toute façon. Mais il faut toujours faire des choix. Et comme le principe de ce film, c'est de rester au plus près de Baldwin. C'est probablement le seul film que j'ai fait où j'ai dû tout le temps faire attention à ce que je ne piétine pas l'opinion de Baldwin, sa pensée et ce qu'il a voulu dire. Donc j'ai dû vraiment être un passeur et pas simplement quelqu'un qui s'approprie l'œuvre de quelqu'un pour faire un film. Et l'histoire qu'il veut raconter, c'est l'histoire de ses 3 amis, qui est une histoire symbolique. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je découvrais ce triangle et ce lien entre Malcolm X, Medgar Evers et Martin Luther King. Personne avant lui n'avait vraiment mis ces trois héros ensemble et dans une sorte de causalité et qu'ils se répondaient l'un à l'autre. Et donc pour moi, ça c'était le film, c'était le noyau du film, même si il va aussi explorer d'autres thèmes, le thème du cinéma par exemple, et de la force de la propagande du cinéma dominant hollywoodien, comment il arrive à déconstruire ce langage, comment il écrit des choses sur la société américaine d'alors, mais qui est exactement la même société américaine d'aujourd'hui, ce qu'il écrit sur les médias, sur le rôle de la télévision, et comment la télévision nous abrutit tous, etc. Et c'est en accrochant ce trio, qui est en elle-même déjà une histoire très dramatique et très bouleversante, parce qu'on assiste quand même à l'élimination de tout un leadership. Parce qu'on oublie, on célèbre les droits civiques comme si c'était une vaste réussite. Non, c'est l'histoire d'un massacre. Et après ces leaders, on a massacré également les Black Panthers, on a emprisonné beaucoup d'entre eux, etc. Et ça a continué. Et ensuite, on a commencé à construire quelques monuments, mais c'était une manière d'enterrer l'ensemble. Puisque on se rend compte que 40 ans, 50 ans après, les mots de Baldwin ont encore plus de force, alors que ce monde est censé avoir évolué. Donc voilà, donc thématiquement, il fallait faire attention justement à ne pas trop se disperser et à raconter une histoire bien précise. Et moi, je devais respecter ces 30 pages de notes et aussi la période en question. Donc je n'ai pas utilisé le Baldwin plus âgé ni le Baldwin plus jeune. J'ai gardé cette histoire qui commence justement à son retour vers les États-Unis où il dit « Il est venu le temps pour moi de payer mes dettes ».
Et c'est à ce moment-là qu'il s'engage. Et dans un grand débat pour tout artiste, c'est se dire, est-ce que je suis artiste, je suis témoin ou je suis acteur? Et d'ailleurs, ce débat, il ne va jamais le résoudre, puisque toute son œuvre, en fait, elle est deux. Pour être témoin, il faut être dedans. Et c'est ce qu'il fait. Il fait beaucoup d'allers-retours dans tous ces lieux. Ouais. Mais le film... Ah, pardon. Merci. Moi, c'est Idriss Diabaté de Côte d'Ivoire. Je suis documentariste. Et je ne sais pas, j'ai vraiment une admiration pour vous. Et j'ai regardé tous les films. Et ce film-là m'a un peu... il y a quelque chose qui m'a un peu bloqué. Et pour illustrer ce que je veux dire, c'est que quand on était étudiant à l'université ici à Paris pour étudier le cinéma, et on a vu un documentaire sur les méfaits de moustiques dans les pays en Afrique, en Inde, et ils montraient ça. Et ils ont fabriqué ce film qui a été financé par l'UNESCO. Et ils ont projeté ce film. Le film était censé éduquer les gens qui habitent dans ces pays-là, comment se protéger contre les moustiques. Mais ils ont pris des zooms, ils ont gonflé, ils ont grossi les moustiques. Et ils ont projeté ça auprès du public cible. Et le public cible, c'est ceux qui doivent aller expliquer aux paysans comment, au vu du film, comment il faut faire pour se protéger. Et dans la salle, il y a un qui dit, mais chez vous, les Blancs là-bas, les moustiques sont gros. Chez nous, les moustiques, c'est petit, ça fait pas mal ici. C'est pour cela que vous avez peur des moustiques. Et je dis ça pour me faire comprendre un peu par le film de Baldwin. J'ai tellement aimé le film, et en même temps, quand on me demande, je dis, mais oui, les Américains sont racistes. Je m'arrête là. Alors que le racisme, on a vu l'Europe à Paris, tout ça. Je m'arrête là et c'est la question que je pose. Bon, alors, je vous recommande de revoir le film encore et encore, parce que justement, le discours de Baldwin, il dépasse ce niveau de racisme, parce que Baldwin rejette même l'idée de discuter du racisme, parce que pour lui, c'est pas son problème, ce n'est plus son problème. Il ne l'a pas inventé, il ne se voit pas ainsi, il est être humain. Voilà, le racisme, c'est le regard de l'autre qui l'amène. Donc, à un moment donné, il dit, moi, c'est pas mon problème. Il retourne le miroir. Et psychologiquement, ça lui donne une grande force. Il n'est plus dans la position où il a à défendre quoi que ce soit. Comme on fait très souvent à la télévision ici, dès qu'on parle de racisme, on invite un arabe, un noir, etc. Alors que c'est plus important que des blancs français discutent de ce problème. Personnellement, moi, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je ne l'ai pas créé. Je n'ai pas créé l'image que d'autres ont de moi. C'est un résultat de leur propre éducation, de leur propre histoire. Donc Baldwin, très rapidement, il évacue ça, il ne l'accepte pas. Et donc, il va justement vers quelque chose de plus large. Il parle de l'être humain, de l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son genre, quelle que soit sa provenance, sa nationalité. C'est un discours totalement, profondément humaniste. Donc ça dépasse le cadre des États-Unis. Si on passe ce film en France et quelqu'un s'arrête, comme l'ont fait en effet certains journalistes, de dire « Ah, formidable film, mais aux États-Unis, ils sont quand même terribles ». Non, le déni existe en France. Ce film est fait pour les Français. Il est fait pour les Australiens. Il est fait pour les Brésiliens. Et d'ailleurs, ils n'y se sont pas trompés, puisque le film a été acheté par tous ces pays et sorti en salle avec beaucoup de succès. Parce que chacun se le réapproprie pour sa propre histoire. Si on veut garder la petite lorgnette que ce serait un problème américain,
Ça, je pense que c'est ne pas avoir compris Baldwin et son discours. Non, il est très clair et sa critique des Américains est très massive, mais il l'ouvre quand il parle de l'Occident, quand il parle des soi-disant, j'oublie la phrase, il cite Dostoïevski, l'idiot de Dostoïevski, en disant que ceux qui amènent le pain à l'humanité et qu'il fallait se méfier de ce. Il parle des colonisations. Donc à tout moment dans le film, il parle justement de l'âme occidentale, quand il dit que le blanc est une métaphore du pouvoir et que c'est une autre manière de nommer la Chase Manhattan Bank, c'est une critique marxiste. On est loin du racisme. C'est un sideshow, cette idée du racisme. Il l'a dépassé. Donc c'est pour ça, je vous engage à aller revoir le film sous cet angle-là. Et en même temps, il est très dur avec un cinéma qui pouvait être perçu comme progressiste à un certain moment, devine qui vient dîner chez moi ce soir, tous ces comédiens noirs qu'on a vus, Sidney Poitier, Harry Belafonte, et il est très dur parce qu'il déconstruit, il dit mais si on se satisfait, peut-être tu peux en parler. Oui, ben, je pense qu'on a tous, en tout cas en tant que jeune noir à l'époque, quand je vois Devine qui vient dîner, pour moi en effet c'est un film progressiste, c'est la première fois que je vois sur grand écran dans un cinéma commercial l'image d'un noir bien éduqué, beau garçon, bien habillé, et qui arrive même à conquérir la femme convoitée. Donc d'un premier abord, c'est un progrès quelque part. Mais en même temps, Baldwin déconstruit ce récit parce qu'il se rend compte qu'on est en train de nous mettre en exemple quelqu'un qui n'existe pas en fait. Une sorte de Dieu parfait, sans tache, sans aucune aspérité, sympathique, séduisant. Et il le critique et de manière magistrale. Et que cette image de Sidney Poitier à l'écran, c'est une image qui, en priorité, rassurait l'intelligentsia blanche qui voulait quelque part prouver qu'ils ne font pas partie du système et qu'ils sont pleins de bonté pour les autres, mais que voilà, qu'il y a un moment où il dit aussi que, en parlant du happy ending de l'un des films, et il dit mais en fait cette fin n'est là que pour rassurer et pas pour questionner. Et donc tout le cinéma hollywoodien est construit sur ce modèle qui est en effet justement de valoriser une manière de voir. Les films transportent de l'idéologie, ils transportent des idées bien précises et ils servent même à vendre de la marchandise. Donc c'est ce cinéma dominant qui a envahi le globe et duquel nous sommes tous imprégnés, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non. On va passer un extrait du film. Une question, un jeune, oui. Alors bonjour, en fait moi je suis en filière littéraire et du coup en philosophie on se pose la question si autrui c'est un moyen ou une fin. Et du coup moi je voulais le comparer avec Baldwin ou plusieurs acteurs ou artistes noirs américains. Par exemple Basquiat dans les années 80, même s'il n'est pas directement afro-américain, on voit qu'il aimait bien parler de la relation de la police avec les noirs. Par exemple dans les années 90, Nas, le rappeur, il parlait souvent de la difficulté d'être un noir venant du Queens et il parle il parlait de la difficulté d'être un noir dans le Queens et aujourd'hui par exemple Kendrick Lamar il parle c'est quoi être noir aujourd'hui dans notre société, avec tout ce qu'il y a de nouveau. Et du coup je voulais savoir c'est pourquoi l'art c'est aussi important pour ces artistes là et si c'est un moyen justement ou une fin, c'est-à-dire une finalité, c'est que c'est le seul moyen de se faire entendre pour eux et qu'ils ne voient pas autre chose pour pouvoir s'exprimer. Alors, je ne sais pas combien de temps on a. Bon, c'est très complexe la question que vous posez. Mais d'abord, je suppose que tout artiste, d'abord, il réagit par rapport à son entourage, sa vie, le milieu où il est, quelle que soit sa couleur.
Ensuite, il s'approprie de ce qu'il y a autour de lui. Et il s'approprie des contradictions autour de lui, des choses qui le révoltent, qui le font souffrir, ou qui l'excitent, qui l'émerveillent, etc. Donc, quel que soit l'artiste, voilà, je pense que le processus est le même. Et que des jeunes Américains s'approprient à travers le rap ou d'autres formes d'expression, c'est évident. Mais en même temps, je pense que souvent, quelqu'un comme Kendrick Lamar, il ne se réfugie pas seulement sur ces thèmes-là. Il se voit d'une manière plus large en tant qu'artiste, quelle que soit la thématique. Et là aussi, c'est un piège que parfois on ne voit pas. C'est que, je me rappelle, justement, en Haïti, on a une autre... je dirais, compréhension du racisme, même s'il y a aussi quelques problèmes de couleur, comme on dit chez nous, entre une classe plus claire qui maîtrise l'économie et la vaste majorité de la population qui est noire. Mais en même temps, c'est un pays qui a gagné sa liberté sur les champs de bataille, donc il y a une autre type de fierté. Mais aux États-Unis, je me rappelle mes premières discussions avec beaucoup de mes amis noirs américains, c'était cette espèce de violence permanente, de tension permanente, parce qu'il fallait tout le temps se défendre du racisme ambiant. Et donc, ça prend une place dans votre cerveau au quotidien, où il ne reste plus rien pour penser à autre chose. Et c'est le piège du racisme également. Parce que ça vous force à rester dessus et à être dans votre colère tout le temps, du début à la fin. Juste un dernier exemple. À Paris, c'est pareil. Si vous êtes dans le métro, il y a quelqu'un qui vous lance quelque chose, ou vous avez un contrôle, à votre âge, je suis sûr que ça arrive tout le temps, un contrôle de police, même si le contrôle se passe très bien, mais vous êtes en colère, parce que vous vous sentez ciblé. Parce que vous voyez les gens qui passent à côté de vous, eux, ils ne sont pas contrôlés. Donc, cette colère que vous avez, si vous l'avez tous les jours dans votre ventre, elle vous ronge. Donc, pardon ? Elle est légitime, mais vous allez suivre cette piste, cette colère alors, oui, mais je veux juste finir l'idée parce que c'est important. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut en être conscient. Ça veut dire qu'il faut choisir ses batailles. Si vous êtes en colère tout le temps, vous ne pouvez pas vous battre. Vous brûlez, vous cassez, mais ce n'est pas se battre. Vous laissez vous réagissez à ce qui s'est passé. Donc, et en plus, celui qui a eu une attitude raciste vis-à-vis de vous, lui, il a déjà oublié. Il vit sa vie. L'incident est passé pour lui, vous n'existez plus dans son conscient. Donc, il faut réagir de manière intelligente par rapport à ça. Je ne dis pas d'avaler, de faire comme si vous n'avez rien vécu, mais il faut avoir la conscience de ça. Et Baldwin aide à ça aussi. Il vous aide à trouver la bonne réponse. Et surtout la réponse à long terme. Comment, malgré ça, comment vous allez vous construire? Parce que vous avez accès au monde. Vous n'êtes pas que ça. D'ailleurs, ça, votre couleur de peau, c'est une petite partie de vous-même. Vous ne vous réveillez pas tous les matins devant la glace, vous dites « Oh mon Dieu, je suis noir ». D'ailleurs, c'est la même chose pour les femmes. Les femmes ne se réveillent pas le matin et disent « Oh mon Dieu, je suis une femme ». Pourtant, dès qu'elles mettent le pied dehors, elles sont confrontées à cette société. Voilà, c'est pareil pour les autres, c'est pareil pour les Arabes, les Chinois et tout le monde. Dès qu'on est autre quelque part, on a le regard dominant. Et c'est pour ça que Baldwin parle aussi de cette altérité. Il voit beaucoup plus large. Pour lui, il ne s'agit pas de quelle est votre couleur, quel est votre genre, c'est comment vous, en tant qu'individu, vous regardez l'autre, quel qu'il soit. Et que ce regard doit être un regard bienveillant. C'est vous que vous voyez dans l'autre. Il n'y a pas de différence entre nous. D'ailleurs, la notion de race, c'est une notion qui n'existe pas, c'est une science inventée. C'est juste, j'espère qu'on aura une discussion. En fait, je suis venu aujourd'hui grâce à Facebook, donc c'est un peu bien.
Et je lui ai dit, tiens, quelqu'un qui s'engage dans cette direction, je viens. Et j'aimerais venir. Et c'est bien, justement, c'est parfait d'avoir le micro et d'avoir... parce que le jeune homme pose une question et je pense qu'on a deux réponses différentes. Et je pense que je vais laisser après le micro à monsieur. J'ai cru entendre qu'il avait... En fait, une fois, j'ai posé la question, c'était un rendez-vous avec... c'était dans un truc qui s'appelle Les Colonies. Donc, il parlait encore des Africains. Il parlait des Africains. Et je leur dis, on parlait de l'art, du livre. Je leur dis, mais est-ce que dans notre position de peuple esclave, de soumis, parce que l'Africain, l'homme noir, est un homme soumis partout dans le monde, que ce soit en Inde, en Chine, partout. S'il n'en a pas conscience, il serait temps qu'il se réveille. Et donc, est-ce que dans notre position d'être humain soumis, on doit, comment dire, écrire des livres? Et je leur pose la question, est-ce que, parce qu'ils parlent de l'art, est-ce que lorsqu'un esclave, lorsque quelqu'un qui est humilié écrit un livre, c'est pas simplement parce qu'il n'a rien d'autre comme force, comme pouvoir d'expression. Donc c'est quelque part pour moi une lâcheté. Et donc j'ai mis très très longtemps, moi personnellement, à pouvoir écrire. Parce que je me dis, mais justement, je parlais comme vous, ça sert à quoi? Et je vais pas répondre, écrire un livre, ouais, c'est pas ce qu'elle dit effectivement. Mais écrire un livre, pour moi, ça veut dire, il n'y a que par là. Moi, je préfère aller dans le métro et gueuler et dire aux gens, voilà. Et donc, oui. Et donc, pour moi, la colère ne doit pas rester à l'intérieur, elle doit sortir. Et le problème qu'il y a sur le j'ai pas parlé peuple, le noir. Je suis en plus dans une discussion, si c'est possible. Okay. Non, d'accord, c'est terminé. La colère, nos parents, nos anciens, ne nous ont pas appris à être en colère, ne nous ont pas appris à nous réveiller, ne nous ont pas appris à dire stop. Et nous, la jeunesse, et à ce jeune, je lui dis, aujourd'hui, tu dois dire stop, tu dois être avant pour pouvoir devenir. Et donc, si tu gardes en toi cette colère et qu'on te dit, garde-la, on est en... Non, je dirais par rapport à... Il a posé la question... Ah, d'accord. De dépasser la colère, je pense. Oui. Non, la colère, pas la dépasser, il faut qu'elle existe, qu'elle soit là. Tu vois pas, on montre un exemple. Ouais. Bon, de toute façon, moi je vous recommande de lire ou relire Fanon. Il ne me parle que de ça. Fanon s'est engagé avec l'Algérie, il s'est battu contre la France. Et alors? Donc la colère, elle était là. Il a dit stop, Oui, mais il n'a pas dit que la colère était une réponse. Il a expliqué en tant que psychologue d'où venait la colère. Ensuite, maintenant, une fois que la colère est là, qu'est-ce que vous en faites? Vous devenez terroriste, vous devenez... Non, vous avez aussi une tête. Oh, bon. Alors, on va passer à une autre question. Bon. Vous voulez dire? C'était juste pour compléter, en fait. Je considère que la colère peut être légitime et peut être saine. Maintenant, tout dépend de l'utilisation, absolument. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Elle doit vous servir, enfin, elle doit vous motiver pour, canaliser, en fait, l'attitude méprisante dont vous pouvez être victime. Notamment pour un jeune qui est plus souvent victime de contrôle au faciès ou même pour quelqu'un de plus âgé. Mais cette colère, pour moi, elle est saine. Elle vous permet, en fait, de vous ancrer dans une réalité que vous vivez. Mais j'ai pas dit qu'il faut... Simplement, il faut réfléchir à cette colère. Qu'est-ce qu'on en fait au bout d'un moment? Si vous voulez, on passe un extrait du film et puis après on continue la discussion. Mais de toute façon, il y aura un petit verre, un petit pot. La discussion pourra continuer de manière informelle. Donc, d'accord? Donc, on va lancer l'extrait du film. Malcolm X might still be alive, and everyone's very proud of brave little Israel. Saying against Israel nothing, don't get misinterpreted. I'm not an anti-Semite. But when the Israelis pick up guns or poles, any Irish or any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, word for word, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. Look out across this land we love. Look about you, wherever you are. There's unending scenic beauty. And there's freedom. It's an inherent American right, meaning many different things to every single citizen. It's a leisurely afternoon of golf along the pleasant coast.
It's an amusement park or roller coaster line. The day of the county fair. A day of excitement. Unrestricted travel across all our 50 states. Unlimited enjoyment of all these jewels in the continent's crown. For all of us, there's all of America, all of its scenic beauty, all of its heritage of history, all of its limitless opportunity. We've dropped too many bombs on Vietnam now. Let us save our national honor. Stop the bombing and stop the war. What I am trying to say to this country, to us, is that we must know this. We must realize this. That no other country in the world has been so fat, and so sleek, and so safe, and so happy, and so irresponsible, and so dead. No other country can afford to dream of a Plymouth and a wife, and a house with a fence, and the children growing up safely to go to college and to become executives and then to marry and have the Plymouth and the house and so forth. A great many people do not live this way and cannot imagine it and do not know that when we talk about democracy. C'est vrai que voir des images de ce film met toujours un peu en colère, et là il y a des colères différentes qui s'expriment différemment, mais la discussion est là aussi pour ça. Juste des questions pour revenir au film. Le choix des voix, ça s'est imposé, donc c'est Samuel Jackson pour la voix de Baldwin dans le film américain et Joe Starr pour la version française. Moi j'ai écouté en anglais. C'est un choix, c'était Oui, donc dès le début, le grand souci du film, c'était de trouver cette voix qui soit à la fois Baldwin et qui, bien évidemment, ne soit pas une voix qui copie Baldwin. Donc ça, au montage, on a utilisé quelqu'un d'autre, la voix d'un ami musicien ici, John Belch, pour le montage. Et ensuite, il a fallu, quand le film se terminait, comme il faut aussi considérer la partie commerciale de la chose, et je sais qu'aux États-Unis, il faut quand même avoir une voix, entre guillemets, célèbre pour aider la distribution du film. Donc c'était clair que j'avais quelques choix. J'ai fait une liste de 3 noms parce que je cherchais quelqu'un qui soit non seulement un excellent acteur, et beaucoup de gens l'ignorent, mais Samuel Jackson est un incroyable acteur de théâtre. C'est quelqu'un qui a commencé au théâtre. Donc je connais sa diction, je connais sa force et sa présence. Et ensuite c'est quelqu'un que j'apprécie par rapport à son comportement face à la presse. C'est quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense, qui s'en fout des conséquences. Et donc il y a ce qu'on appelle street credibility, quelqu'un qui est crédible sur ce créneau. Et puis ensuite, bien sûr, qu'il soit connu. Donc j'avais les 3 noms. Et donc à travers mon équipe aux États-Unis, on a contacté son équipe, on leur a envoyé le film. Et on s'est parlé 20 minutes au téléphone et il a dit oui tout de suite. Donc on a arrangé l'enregistrement à Sofia où il était en tournage le mois d'après et on a enregistré. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a tout de suite compris, parce que là, je lui ai pas donné une multitude de directions. C'était simplement, bien sûr, de ne pas copier une quelconque voix de Baldwin, mais qu'il fallait plutôt faire sienne cette voix, c'est-à-dire ces mots. Il fallait qu'ils viennent de l'intérieur et que ce soit ni lu, ni commenté. C'est pas, comme on dit souvent, une voix off. Ce n'est pas un commentaire, parce qu'un commentaire, une voix off, aurait mis le texte à distance. Or, il fallait que le texte vienne de l'intérieur, que ce soit personnifié, et que quand on entend son souffle, que ce soit le souffle de Baldwin, quand le silence est chargé. Donc tout ce qu'il exprime à partir du moment que ça vient de l'intérieur est vrai et est puissant.
Et ça, il l'a compris tout de suite. Et en fait, l'enregistrement s'est en fait passé en une journée et de manière très, voilà, très. On va être un peu malheureusement pris par le temps, si on veut avoir le temps de passer un peu de temps à la dédicace, et puis que vous discutiez entre vous, évidemment, que les gens discutent avec vous. C'est pour remercier Blackout, l'éditeur, de son travail, et dans les suppléments, donc il y a un entretien avec toi. Il y a un très beau documentaire, Un étranger dans le village, d'un réalisateur suisse aussi, qui est très très bien, qui suit Baldwin, qui est en Suisse et qui décrit sa relation avec la Suisse, les Suisses qui n'ont pas vu, avec les autochtones, qui n'ont pas vu beaucoup de noirs dans leur vie apparemment. Et puis il y a James Baldwin à propos de son enfance à Harlem aussi, qui est tourné à Paris, donc on l'entend parler français. Et c'est passionnant aussi, donc on a un peu toutes ces facettes-là. Bon, c'est un très beau DVD. Voilà. Raoul, merci beaucoup d'être venu. On va t'applaudir. Donc il y a ce DVD, il y a le DVD de. Excusez-moi. Oui. En train de défendre la démocratie au travers de. Alors, attends, on va continuer la discussion là-bas. On continue la discussion. On continue à discuter, mais voilà. Juste, parce qu'ici on vend des DVD, il faut bien qu'on vive. Donc le coffret des films haïtiens de Raoul qu'on a reçu il y a 2 jours, et puis le livre, le texte du film I'm Not Your Negro. Donc tout ça en caisse, et puis Raoul se retrouvera là-bas pour continuer la discussion et pour dédicacer. Merci à tous.